Bonsoir. Je vous remercie d'être si nombreux présents ce soir malgré les circonstances, parce que je crois que beaucoup d'entre nous sont malades en ce moment. Personnellement aussi, j'ai eu le plaisir d'être covidée il y a peu de temps. Donc je suis présidente de l'association de la PSP, je suis le docteur Frédéric Giraud. Et on avait vraiment à cœur de pouvoir évoquer les enjeux éthiques autour des propositions de loi qui vont être faites prochainement sur les questions de la fin de vie. Et savoir quel pourrait être notre positionnement en tant que soignant de soins palliatifs au sein de ces propositions et en fonction des propositions qui sont faites, comment nous, on pourra continuer à préserver notre éthique du soin et nos valeurs profondes de soins palliatifs, quelles que soient les propositions. Voilà. Avant d'aborder le cœur de la soirée, je vous rappelle que notre association vit de vos adhésions. Donc pensez à adhérer à la PSP et à diffuser l'information dans vos équipes et dans vos réseaux, afin que nous puissions avoir le plus d'adhérents possible, parce que c'est grâce aux adhésions qu'on peut organiser ces soirées, proposer des moments de rencontre et de partage autour des soins palliatifs. Donc c'est très très important. Je voulais aussi vous rappeler la soirée du 28 mars, qui sera la prochaine soirée proposée par la PSP autour des soins palliatifs au domicile. Voilà, et j'en profite aussi pour vous annoncer que l'unité de soins palliatifs de la Seine-sur-Mer va réouvrir ses portes. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été au courant qu'elle a été fermée depuis le mois de juin dernier. Et en fait, c'est moi qui vais assurer la chefferie de service. J'ai accepté le poste et le 21 février, l'unité va réouvrir ses portes pour une capacité au départ de 8 lits, puisqu'on n'est pas assez de médecins pour pouvoir ouvrir la totalité de l'unité. Mais en tout cas, l'unité de soins palliatifs de la Seine va réouvrir. Et c'est très important pour le territoire varois, puisqu'il y avait peu de structures, il y avait plus d'unités en fait sur ce secteur-là, et c'est très très important que l'unité ouvre ses portes. Donc j'en profite aussi pour vous faire part de cette nouvelle. Voilà, je vais passer le micro à Jean-Marc Lapiana. C'est toi qui commence ? Oui, je crois. Voilà. Et donc c'est Jean-Marc Lapiana qui va parler donc des propositions de loi éventuelles et de notre positionnement de soins palliatifs à travers ces propositions. Et on a convié Madame Favre, qui est doctorante en éthique depuis 5 ans. Votre directeur de thèse, c'est Monsieur Fiat, Monsieur Eric Fiat. Elle propose la publication d'un ouvrage prochainement, c'est ça ? Le 6 avril. Le 6 avril, qui est intitulé « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» coécrit par le docteur Jean-Marie Gomas et elle-même, Vous le docteur connaissez. Pascal Gérard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, juste le titre. C'est ça. Voilà, bonsoir d'abord. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet qui moi, m'intéressait beaucoup, surtout avec ce qui s'était passé l'année dernière. Et cette loi qui était proposée au Parlement au mois de en avril. Et c'est pour ça que je l'avais intitulé « Quelle que soit l'évolution législative, donnons-nous l'éthique du soin comme exigence ». Alors, c'est très joli à dire comme ça, mais c'est très compliqué parce que, en fait, j'ai eu plusieurs partages de discussions ces derniers temps dans certains comités d'éthique et un soir avec Jean-Louis Touraine. Et donc, il y avait à peu près 130 personnes en visio. Et du coup, Jean-Louis Touraine, vous savez que c'est lui qui porte la loi et qui demande à ce qu'il y ait une légalisation de l'euthanasie. En fait, c'est plus exactement ça aujourd'hui. La demande, c'est de faire une loi, c'est une aide active à mourir. Alors, pourquoi on ne parle plus de suicide assisté ? C'est parce que la question du suicide est délicate pour les histoires de succession.
Et donc le mot suicide va être petit à petit banni, parce que les gens qui ont un suicide assisté, s'ils ont des problèmes d'assurance, s'ils ont des problèmes de succession, vous savez, c'est les certificats qu'on fait de mort par cause naturelle. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'aide médicale à mourir. Voilà, d'aide médicale à mourir. J'ai un peu de mal à l'intégrer. Voilà. Et donc, quand on a eu ce débat, Jean-Louis Touraine a beaucoup insisté sur le fait que ça faisait 30 ans qu'il se battait pour qu'il y ait une loi qui légalise, en tout cas, ce droit de mourir dans la dignité, enfin tout ce qu'on peut entendre, et qui est tout à fait respectable. Et en fait, en même temps qu'il y a eu ça, on a quelqu'un qui travaillait avant ici sur le territoire, qui était à l'Agence régionale de santé, qui est au ministère aujourd'hui, et qui m'a contacté pour me dire, voilà, qu'est-ce que sur le terrain vous penseriez d'une loi qui légalise un ou deux de ces deux possibilités, et est-ce que vous seriez prêt à, s'il y avait une loi, à pratiquer dans vos institutions? Alors j'ai dit que non. Je pense qu'on n'avait pas du tout envie de pratiquer dans nos institutions, parce que ça ne me paraissait pas du tout compatible avec la manière qu'on avait de travailler, et comme beaucoup d'entre vous, vous travaillez en soins palliatifs, vous voyez bien qu'à partir du moment où on s'occupe bien des personnes malades, même si les valeurs des gens sont de toujours dire moi, le moment venu, j'aimerais que vous m'aidiez, on voit bien que les gens ne le demandent pas forcément, et petit à petit, on arrive à les accompagner dans un moment de fin de vie, à partir du moment où on arrive à traiter les symptômes, où il y a un accompagnement de l'entourage. Bon, c'est vrai que ces 2 dernières années, ça a été un peu compliqué, parce que les malades ont été isolés par rapport à leur famille. Bon, nous, on n'a jamais fermé l'établissement, on n'avait pas eu de contamination de malades pendant 1 an. Là, en ce moment, par contre, ils se contaminent autant que les équipes, mais ils se négativent alors qu'ils sont en fin de vie. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans la même situation. Et donc, en même temps qu'il y avait ça, on se posait la question de savoir, mais s'il y avait une loi, quelle va être notre position? Alors, la position ferme qui est de dire on est contre, un point c'est tout, me paraît pas, en tout cas pour moi, n'est pas une position tenable, parce que je me rends compte, et quand je vais dans certains endroits reparler de ce qu'on avait partagé, ou quand on partage au travail, on se rend compte qu'on a quand même évolué sur ces 10-15 dernières années dans nos pratiques. Et les lois nous ont fait évoluer dans les pratiques. Alors est-ce que ce sont les pratiques qui ont fait évoluer les lois ou le contraire? Mais on se rend compte quand même qu'on a des positions plus ouvertes, je le dirais comme ça, parce que en fait, la sédation profonde et continue, c'est quelque chose qui peut avoir un certain nombre d'ambiguïtés. C'est très difficile de déterminer le temps qui reste, c'est très difficile de déterminer la souffrance psychique, c'est très difficile de déterminer les symptômes réfractaires parfois. Et heureusement que dans les 2 lois qu'on a eues, il y a quelque chose qui reste continu, qui est quand même le fait qu'il y ait cette notion de collégialité qui nous donne le moins de risques de commettre d'erreurs. Ce que j'ai toujours dit dans la pratique qu'on avait à la maison, puisqu'on est né de la lutte contre le sida, c'est qu'en fait, si la plupart de nos malades avaient demandé une euthanasie, je pense que je serais pour une légalisation ou pour une aide au suicide, mais ce n'est pas du tout le cas. On a reçu à la maison de Gardanne pratiquement 10 000 personnes depuis que la maison existe, c'est quand même, ça fait du monde. Et sur ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec une demande d'aide à mourir active ou d'euthanasie. Mais à partir du moment, encore une fois, où on les a bien accompagnés, ces demandes sont tombées et on s'est retrouvé avec très très peu de cas où les gens ont confirmé une demande d'euthanasie. Et là, on n'a jamais fait sortir quelqu'un contre avis médical. On a toujours dit, si vous voulez pratiquer chez vous, si vous avez un médecin qui peut vous accompagner, c'est votre choix. Nous, on n'est pas là pour intervenir, pour faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, quand je repense à tout ça, je repense aux premières années SIDA, où j'avais peut-être pas encore des idées très claires sur la question. Et je repense toujours à un patient que j'avais eu, qui était quelqu'un qui avait fait fortune aux États-Unis. Il était revenu en France, et il était en fin de vie du sida. Il m'avait invité à déjeuner, enfin il m'avait appelé parce qu'il n'allait pas bien le jour de Pâques, je m'en souviendrai toujours, et en me disant, voilà, j'ai distribué mes biens à ma famille, là je sens que mon état se dégrade, et donc je voudrais que vous me fassiez une ordonnance.
et qu'avec cette ordonnance, je puisse, le moment venu, il avait une infirmière qui vivait à domicile, à demeure, qui s'occupait de lui, le moment venu, j'aimerais qu'elle puisse me pratiquer les produits que vous aurez prescrits. La maison n'existait pas encore, j'étais jeune, enfin pas jeune, mais généraliste en tout cas. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez fait l'ordonnance? Qui aurait fait l'ordonnance? Moi, personne. Voilà, je vais me faire... moi, j'ai fait l'ordonnance. Mais j'ai fait l'ordonnance, mais en posant une condition. En disant, je fais cette ordonnance à une seule condition, c'est que l'infirmière ne pratique pas le geste. Le moment venu, vous m'appelez et on verra à ce moment-là ce qu'on fera. À partir du moment où il a eu cette ordonnance, il a fini sa vie, les produits n'ont jamais été utilisés, il est mort de sa maladie. Donc du coup, il y a des fois où je me dis, c'est vrai que la légalisation d'une loi ou quelque chose de cela, peut-être que ça rassurerait beaucoup de gens. Je suis là pour mettre du trouble, donc préparez-vous à plus savoir ce que vous allez penser à la fin, mais peut-être que toi tu arriveras à rééquilibrer. Donc je me dis des fois, effectivement, peut-être qu'une loi, ça permettrait de rassurer les gens. Est-ce que s'il y avait une loi, est-ce qu'on l'utiliserait vraiment beaucoup? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne pratiquerait pas dans nos unités, parce que si on avait la possibilité de le faire, il y a beaucoup de patients pour lesquels on l'aurait fait au bout de quelques jours, alors que le fait qu'il y ait cette opposition, qu'il y ait ce refus, on a toute une créativité, et on est tout le temps à la recherche d'améliorer la situation de l'autre, et on y arrive bien souvent. Donc tout ça mis sur la table, je me suis dit ces derniers temps, mais en fait, quand il y a eu cette loi au mois d'avril, cette proposition de loi, et ce que j'avais dit à Jean-Louis Touraine, je lui avais dit, mais vous savez, vous militez peut-être depuis 30 ans, vous dites qu'il n'y a rien qui a été fait. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Et on a quand même, on répond quand même à beaucoup de choses. Mais la manière que vous avez de le poser est un peu radicale. Et la loi que vous avez proposée, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Parce que c'était une loi très technique, 4 jours, 8 jours, 2 médecins. Il n'y avait aucune réflexion sur la prise en charge de l'équipe, aucune réflexion sur l'entourage. C'était 2 médecins qui décidaient comme si c'était vraiment une décision uniquement médicale. Et je dis, franchement, je suis un peu surpris si vous travaillez ça depuis 30 ans pour un résultat pareil, franchement. Et donc, le médecin éthicien qui était là me dit, mais qu'est-ce que vous pourriez proposer? Je dis, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous faire la loi sur le suicide assisté ou sur l'euthanasie? Et donc, je me suis dit, mais en fait, étant donné qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont favorables, et des parlementaires qui ne sont pas forcément au fait des situations, qui ne vivent pas ce que nous vivons au quotidien, et en plus, avec des élections présidentielles qui arrivent, j'ai lancé pas mal de messages à mon petit niveau auprès du ministère pour dire « Attention, c'est n'importe quoi, mais moi je suis prêt à participer à des commissions, la SFAP le fait, allez-y, appuyez-vous quand même sur des gens qui savent de quoi ils parlent. » Et mon idée était de dire, mais à partir du moment où il y a quelque chose qui avance sur une éventuelle loi, moi je ferai partie des gens qui aimeraient être autour de la table. Et de dire, là, il faut qu'on réfléchisse à quel type de loi, pour qui, comment on encadre ça, comment on fait en sorte que ce ne soit pas n'importe quoi. Alors après, on va nous dire que dans tous les pays autour de nous, c'est pas n'importe quoi, c'est légalisé. Il y a un certain nombre de choses qui sont légalisées en Suisse, en Belgique. Mais en fait, on ne peut pas faire de copier-coller. C'est pas possible de dire parce qu'en Suisse on fait ça, on prend la loi de Suisse et on la met chez nous. En Belgique, on prend la loi belge, on la met chez nous. Alors qu'en fait, on a eu une évolution, une réflexion qui a évolué sur ces dernières années, avec la loi Leonetti, avec la loi Leonetti et Claes, et on est arrivé à un certain niveau de réflexion où le copier-coller serait vraiment couper l'herbe sous les pieds, ça couperait cet élan qui est quand même un élan qui est profond, il me semble, et qui pourrait aller peut-être vers une loi qui légaliserait l'euthanasie et le suicide assisté, à laquelle moi je serais favorable. Mais à plusieurs conditions. La première, c'est que les gens accèdent aux soins palliatifs. Ça existe, enfin, la loi existe depuis 1999, elle n'est pas appliquée. Donc il faudrait que tout le monde puisse accéder aux soins palliatifs. La deuxième, c'est que les gens qui pratiquent ce genre de gestes soient des équipes, non pas uniquement de médecins, que ce soit des équipes qui soient suivies, que ce soit encadrées, et qu'il puisse y avoir un accompagnement à la fois de ces équipes et à la fois de l'entourage. Troisièmement,
c'est qu'une personne qui serait dans cette situation de fin de vie, on ne parle pas d'euthanasie pour quelqu'un qui découvre un cancer ou qui découvre une maladie ou qui ne veut pas être confronté à la réalité de sa maladie, mais vraiment toujours dans le cadre de la fin de vie, eh bien, il faudrait que ces personnes passent obligatoirement dans une unité de soins palliatifs sur une période de 3 semaines, 1 mois. S'ils rentrent dans le cadre de la sédation profonde et continue, et après je dirai un mot là-dessus aussi, parce que s'ils rentrent dans ce cadre-là, à ce moment-là, on verra un petit peu l'accompagnement, comment ça se fait, dans quel délai, comment ça se passe. S'ils ne rentrent pas dans ce cadre-là et que la demande elle est confirmée, à ce moment-là, on pourra voir si ces équipes peuvent entrer en jeu et accompagner ces personnes, comme certains le font en allant en Suisse ou en Belgique. Voilà comment je verrai les choses, et je disais à ce moment-là au ministère, mais donc pour réunir ces conditions-là, il faut 50 millions d'euros, 30 millions d'euros d'investissement immédiatement et 50 millions d'euros de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut créer un lieu spécifique dans chaque département, une maison d'accompagnement dans laquelle il y aurait à la fois le réseau, les équipes mobiles, la formation, l'enseignement et la recherche. Alors je sais que ça peut... Enfin, j'espère que ça va vous choquer, que vous allez réagir, hein. Mais je me dis que la meilleure manière que les choses se fassent dans de bonnes conditions, c'est d'être partenaire, sans pour autant renoncer à nos valeurs et à nos pratiques. C'est-à-dire que moi, si ce patient, il y a quelques années, m'avait dit ben voilà, là, je ne suis pas bien, venez me faire les produits, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais parce qu'à l'époque, j'étais confronté aux malades du sida, des gens qui se suicidaient, on n'avait pas de traitement, il y avait toute cette souffrance par rapport à la cause, par rapport au diagnostic, par rapport à la cause de la maladie. Donc ce sont des histoires qui étaient particulières. On n'est pas là-dedans aujourd'hui, mais après, c'est l'histoire de chacun. Mais moi, je vois quand même certaines situations où on est mal à l'aise, parce qu'on accompagne les gens le mieux possible. On fait notre travail le mieux possible, et quand vous travaillez en soins palliatifs ou que vous avez cette fibre, vous savez bien qu'on travaille dans la dentelle, qu'on est dans la réflexion, qu'on est dans une pratique où on essaye de faire le mieux possible, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi. Et en même temps, il y a des moments où on peut être troublé par des situations de personnes qui en ont vraiment marre, qui sont au bout et qui auraient besoin qu'on les aide. Donc tout ça dans ma tête fait que je me dis que forcément, tous les gens qui ont vécu ces souffrances-là, ils vont faire en sorte qu'il y ait une légalisation. Mais s'il y a une loi qui intervient dans ce domaine-là, comment faire pour qu'on soit sur des mêmes registres de valeurs? C'est ça qui anime ma réflexion aujourd'hui et qui fait cette ouverture, qui est une ouverture tout à fait dangereuse, hein, que j'assume complètement, mais sur laquelle je trouve que on ne pourra pas continuer à dire on est contre, parce qu'aujourd'hui la question c'est pas d'être pour ou contre l'euthanasie. Aujourd'hui la question c'est comment on soigne au mieux les gens, comment on respecte au mieux leur choix quand ils ont eu parce que la notion de choix c'est quelque chose de compliqué aussi, hein. Quel choix on a réellement quand on est malade? Quel choix on a réellement quand on n'a pas les moyens de se soigner? Parce qu'on a beau avoir un système de santé qui est convenable, ne pas avoir les moyens de se soigner, ce n'est pas l'accès aux médicaments. C'est avoir une capacité de vie chez soi quand on est malade. Aujourd'hui, nous avons quand même, dans les 3 grandes maladies que nous traitons, que nous accompagnons, qui sont, pour nous en tout cas, encore le sida, le cancer, les maladies neurologiques, la difficulté qu'ont les gens face à leur vie et la demande d'euthanasie est souvent liée à la difficulté d'avoir une vie convenable. C'est une vie convenable dans le quotidien. Pouvoir rester chez soi, avoir des aides à domicile, pouvoir avoir un accompagnement de la famille, avoir des moyens matériels pour vivre ce temps qui est si compliqué et qui s'est rallongé pour tout le monde. Ce temps s'est rallongé pour les malades atteints de sida, et heureusement, là c'est encore là où ça marche le mieux, mais ils peuvent aujourd'hui avoir des cancers, avoir d'autres pathologies, et les malades atteints de sida qui viennent chez nous sont souvent des gens qui viennent pour des temps de répit, parce qu'ils ont beaucoup maigri, ils ont des périodes de creux, donc ils vont revenir, ils vont récupérer jusqu'au jour où ils ne récupéreront pas, mais on a des patients qu'on suit depuis des années et des années maintenant. Les malades atteints de cancer aujourd'hui, on a des dégradations physiques sur les malades atteints de cancer
grâce au traitement. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont mieux grâce au traitement du cancer. C'est vrai qu'il y a des gens qui retournent dans la vie, qui retravaillent et tout, mais il y a aussi des gens qui ont des dégradations physiques très fortes. Je ne dis pas qu'il faut répondre à ces demandes-là par l'euthanasie ou par le suicide assisté. Je dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est leur apporter des soins de qualité et leur permettre une vie décente, ce qu'on n'est pas capable de faire. Vous voyez bien ce qui se passe autour des maisons de retraite. Et après, sur les maladies neurologiques, avec les malades que nous recevons régulièrement, qui sont des maladies de Parkinson très évoluées, et surtout la maladie de Charcot. Sur la question des maisons de retraite, nous, on a beaucoup souffert de ce qui se passait pendant le Covid. Encore une fois, on n'a jamais fermé l'établissement, on n'a pas eu de contamination de malades. Pendant 1 an, on a reçu 500 patients, on n'a eu aucune contamination de malades, mais on n'a jamais fermé les visites, on les a contrôlées, ce qui est différent. Mais les gens ont pu venir tous les jours. C'était absolument scandaleux que ces personnes âgées ne voient pas leur famille pendant des semaines et des semaines. Comment on a pu construire ça et comment on a pu le faire vivre aux gens? Eh bien, c'est sûr que si, à ce moment-là, les personnes âgées avaient dit vu ce à quoi je suis confronté, je préférerais qu'on me fasse une piqûre et mourir. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que vous comprenez bien mes propos. Mais si on veut éviter d'aller vers ça, quels moyens on se donne pour qu'il y ait vraiment une qualité de prise en charge qu'on est capable de faire. Et j'ai encore... Vous surveillez, vous me faites signe. Et encore un point qui me paraît important, c'est que la culture palliative, c'est vraiment ce qui va permettre de redorer le blason du métier de soignant. Vous voyez bien qu'on a du mal à trouver des médecins, c'est sûr, mais on n'en trouve plus nulle part. Il manque à quelques retraités qui vont peut-être revenir travailler, mais on ne trouve pas de médecins, on a du mal à trouver du personnel. Mais c'est quand même dans nos structures où les gens tiennent mieux le coup, où ils travaillent, où on a moins d'absentéisme, où il y a quand même quelque chose. Donc ça montre bien que notre activité, elle nourrit quelque chose de profond dans ce qu'on a mis dans notre métier. Et je pense que si, dans tous les endroits où il y a une équipe mobile, dans tous les endroits où une équipe mobile, et il y en a ici qui ont travaillé en équipe mobile, qui savent à quel point équipe mobile transversale dans un hôpital, comme c'est pas toujours facile, mais chaque fois qu'une équipe mobile a réussi à faire son travail, eh bien, ça a une incidence sur le comportement des soignants dans les unités. Et on voit bien quand même qu'il y a quelque chose autour de ce type de soins-là qui rejaillit sur les autres types de soins. Et du coup, ça me fait rebondir sur la sédation profonde et continue. La semaine dernière, je partageais un temps avec un philosophe suisse, puisque eux ont une loi qui permet le suicide assisté ou l'aide active à mourir. Et c'était à l'espace éthique de Marseille. Et à ce moment-là, on a parlé de la sédation profonde et continue. Et il y a quelqu'un qui fait une étude en ce moment sur la sédation profonde et continue, qui est venu faire une étude chez nous, qui est une psychologue. Et j'ai été très surpris de ce qu'elle a cité comme exemple, puisqu'elle a suivi à peu près une dizaine de patients. Donc chez nous, je ne sais pas combien elle en a suivi. Et elle a cité 3 exemples de personnes qui disaient mon père, mon épouse a eu une sédation profonde et continue, c'était scandaleux parce que cette personne, on était tous d'accord pour que ça s'arrête, et puis ça a duré 15 heures, ça a duré tant de temps, et en fait on n'a pas respecté la volonté de la personne. Et j'ai été un peu choqué que cette psychologue le dise de cette manière-là, parce que d'abord, j'aimerais bien qu'on revienne sur le temps qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où la personne a été interviewée, parce que la colère, elle peut rejaillir sur nous. Mais parfois, c'est une colère qui est bien antérieure à l'histoire. Et moi, je vois quand même souvent que dans ce temps-là qui reste, tout le temps qu'on passe auprès des familles, tout l'accompagnement qu'on fait encore, on s'occupe encore de la personne qui va probablement mourir. Et j'ai trouvé que c'était très caricatural de le dire comme ça. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand le professeur Sicard a fait le tour de France, puisque lui, son idée, c'était quand même qu'il y ait le suicide assisté qui soit reconnu, et quand il a fait le tour de France, il est venu nous voir, on était dans les premiers où il était passé, j'avais été assez déçu, donc j'ai demandé à le revoir, je suis retourné à Paris le revoir. Et je me suis fait jeter en me disant, mais écoutez, qu'est-ce que vous venez me faire? Pourquoi vous voulez me voir? Je dis, mais parce que je n'ai pas été content de le premier passage avec vous, et j'ai encore des choses à dire. Il me dit, mais il faut que vous compreniez une chose, ce que vous vivez dans les unités de soins palliatifs, on n'a même pas besoin de le discuter.
Ce qui compte, c'est ce qui se passe ailleurs. Et comment on fait pour que ce qui se passe ailleurs soit convenable. Et c'est pour ça que la question de la sédation profonde et continue m'inquiète parfois, parce que aujourd'hui, c'est un temps qu'on date. Et moi, ce que je dis aux équipes, quand je suis dans les unités, j'aimerais bien qu'on ne date pas la sédation profonde et continue, qu'on ne dise pas maintenant on va faire une sédation profonde et continue, mais qu'on continue à accompagner une personne, quelle que soit l'évolution, et on traite quelles que soient les conséquences. Et qu'on soit plutôt là-dedans. Parce que cette question de sédation profonde et continue trouble beaucoup les gens. On a des personnes qui nous appellent et qui nous disent « Ah ben écoutez, on aimerait bien avoir une sédation profonde et continue, donc en gros, est-ce que vous faites ça chez vous? Est-ce qu'on peut venir ?» et donc du coup, je me dis comment on peut essayer de sortir de ces espèces de trucs binaires pour ou contre, et comment on peut avoir une ouverture qui permettrait que tout le monde y trouve un petit peu plus son compte, sans pour autant renoncer à nos valeurs. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je le dis comme ça sort, hein, mais bon, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup. Hein, mais voilà, je pense que j'espère que j'ai bien semé le trouble dans vos esprits et que vous pourrez poser des questions ensuite. Mais je laisse la parole à ma consoeur. Merci. Vous aurez les questions après. Oui, oui, c'est mieux. Oui. D'accord. Alors bonsoir à tous. Je vais essayer de répondre en fait aux différentes propositions qu'a fait Jean-Marc, parce que je pense que c'est plus simple de repartir comme ça. Pour commencer, puisque tu es parti tout de suite sur la notion d'aide médicale à mourir, j'entends bien l'argument qui veut que la version du suicide poserait un problème pour les assurances, mais c'est surtout un global, un terme totalement euphémisant, et qui induit en erreur toutes les personnes qui y sont confrontées. Pour exemple, au soir ou au lendemain du 8 avril, donc je voulais quand même vous lire, j'avais pris le texte qui a été voté le 8 avril, parce que je trouve que c'est intéressant, puisque je ne sais pas si vous savez ce qu'il en est. Le 8 avril, donc dans le cadre d'une niche parlementaire, M. Falorni, responsable du groupe minoritaire qui s'appelle Liberté et Territoire, avait donc choisi ou envie de faire voter une loi permettant la légalisation de l'aide médicalisée active à mourir. En raison d'un grand nombre d'amendements qui ont été déposés, seul le premier article a pu être voté. Et je voulais vous lire la première partie du premier article. L'assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d'un produit létal, et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin. Et en fait, dans le décours de ce 8 avril, certains ont été rencontrés les députés, et un député a dit « Jamais je n'aurais voté pour une euthanasie, j'ai voté pour une aide médicale à mourir ». Le fait qu'on dise à la fois une assistance médicalisée fait que la plupart des gens entendent un soin médical qui va se prolonger et on va en prendre soin jusqu'au bout. Donc absolument pas la notion d'euthanasie, avec l'idée qu'une euthanasie, c'est un acte qui donne la mort immédiatement, qui provoque la mort immédiatement. Alors comme l'a dit Jean-Marc, l'ensemble du texte de loi est ficelé un peu n'importe comment, avec énormément de flou dans tous les mots qui sont employés, puisqu'on parle d'une phase avancée ou terminale d'une affection, donc c'est sans fin, d'une souffrance physique et psychique insupportable, avec le côté subjectif de cette définition. Et voilà, ça c'était pour un peu introduire la question et préciser que la différence fondamentale quand même entre euthanasie et suicide assisté, à mon sens en tout cas, c'est une protection différente du corps soignant. Parce que l'engagement n'est pas le même. Alors certes, aussi pour un suicide assisté, le médecin doit valider un certain nombre de critères et vérifier que c'est possible. Mais entre valider un certain nombre de critères et laisser la possibilité à la personne de le faire, ou pousser une seringue, il y a quand même un écart considérable. Et il nous semble aujourd'hui que séparer très très clairement suicide assisté d'euthanasie est très important pour le corps médical. Pour préciser ce qui se passe en Suisse. En Suisse, le suicide assisté est tout à fait particulier puisqu'aucune loi ne l'autorise. Oui, effectivement. Il est permis par dérogation à la loi pénale. C'est quand même symboliquement assez différent. Ce n'est pas une autorisation, c'est une dérogation.
et qui a été utilisé largement par les associations. Et l'autre particularité de la Suisse, c'est que ce sont des associations qui se sont emparées de cette possibilité et qui, malgré tout, représentent une forme de pression sur les gens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de promotion, si on peut dire, du suicide assisté. Mais en même temps, comme tu le disais aussi, il sert surtout l'adhésion à ces associations, dont les principales ensuite sont Exit et Dignitas. Exit pour la partie romande et Dignitas pour la partie alémanique. L'adhésion est surtout vécue par les patients comme une sécurité, en fait. C'est-à-dire se dire, le jour où j'en aurai besoin, quelqu'un sera là pour s'occuper de moi. Pas tout à fait quelqu'un sera là pour m'aider à mourir, mais quelqu'un sera là pour s'occuper de moi, ce qui questionne beaucoup sur justement la notion de prendre soin. Et à ce sujet, je voulais vous lire, il y a une très belle définition du soin qu'a donnée Frédéric Worms dans son livre « Le moment du soin », et qui définit comme toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales, et cela par égard pour cet être même. Alors je pense que dans le soin palliatif, vous êtes absolument et totalement investi dans cette définition-là, mais ça rappelle à l'ensemble du corps soignant, qui n'est pas toujours dans le soin palliatif, l'importance de la relation et de la prise en charge globale. Et toujours pour des définitions qui sont importantes, c'est pour l'éthique du care une définition de John Tronto qui définit le care comme tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, perpétuer et réparer notre monde, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Donc on est bien toujours dans la notion de vie. Alors pour reprendre toujours en réponse à tes propositions qui sont évidemment idéales. Hein. Alors là, si tu arrives à... Premièrement, avant de valider une loi que tout le monde ait accès aux soins palliatifs, là on a gagné. Hein. Parce qu'actuellement, pratiquement plus de 50%, en tout cas, et on dit presque 70%, des patients n'ont pas accès à des soins palliatifs adaptés au moment où ils en ont besoin. Ce qui est donc effectivement considérable. On ne peut donc pas juger de la fin de vie à travers vos expériences d'unité, de soins palliatifs ou d'équipe mobile. Mais la loi, donc, le fait que tu as proposé l'idée qu'une loi serait rassurante. Alors, je vais aller assez vite contre toi, parce que nous avons donc comme modèle proche la Belgique. À la différence de la Suisse, en Belgique, c'est l'euthanasie qui a été dépénalisée en 2002, donc ils ont 20 ans maintenant d'expérience. Et ce que montre l'exemple de la Belgique, ce sont des dérives absolument considérables. C'est-à-dire que quelques personnes, effectivement, pratiquent en respectant la procédure, mais en fait, ces personnes-là sont plutôt des exceptions. Et d'une manière générale, les procédures ne sont pas respectées. Plus de la moitié des euthanasies sont des euthanasies encore clandestines, c'est-à-dire non déclarées, sous prétexte que les procédures sont trop longues, mais aussi parce qu'ils n'ont plus envie et que le fait d'ouvrir une permission, comme la loi le fait, ouvre une permission très élargie. Alors très élargie à la fois sur le plan procédural, mais très élargie aussi dans l'éligibilité à l'acte. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, enfin, depuis toujours, le critère de fin de vie n'existe pas dans la loi belge. Hein. Donc c'est simplement une maladie incurable avec des souffrances insupportables. Ce qui permet de rentrer dans ce double critère à peu près toutes les pathologies graves et incurables, dont certaines qui s'appellent la DMLA. C'est-à-dire qu'en Belgique, on euthanasie des personnes porteuses de DMLA, sans autre pathologie grave. Ce qui pose quand même un problème sérieux. Alors, dans le cadre du travail que j'avais fait en éthique, j'avais rencontré 2 médecins qui pratiquent l'euthanasie en Belgique, dont un qui a pleuré régulièrement pendant notre entretien, alors qu'il ne pratique plus, il est à la retraite, vous devez le connaître, c'est le docteur Sauveur, qui était dans un état, qui a passé 10 ans sa vie en fer. Il a un nom prédisposé, mais il a été soutenu en psychothérapie toute sa vie pour tenir le coup, il pleurait, enfin... Mais pour lui, le fait qu'il ait continué à le pratiquer, c'était qu'il ne pouvait pas dire non à un patient qui lui demandait. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue, parce qu'à un moment, c'est vraiment au préjudice de soi-même. Donc j'allais dire, dans la notion de soin qui faisait partie de la question, le premier soin, il est quand même aussi le soin des soignants. Parce
que là, on a l'impression que les soignants ne s'en occupent jamais dans une loi comme ça. D'ailleurs, dans une loi comme ça, personne ne s'en occupe. Les députés disent que les états d'âme des médecins, ça ne les intéresse pas. Bon, donc c'est comme ça. Mais je pense que c'est vraiment important. Et l'autre médecin que j'ai rencontré, qui est aussi connu puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle « Moi, médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie », au moment où je l'ai rencontrée, ça faisait déjà plusieurs années que le livre avait été publié. Et elle m'a dit « Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple, je le fais beaucoup plus facilement. » Donc, c'est très intéressant de s'interroger sur ce qui se passe pour la personne elle-même, pour le pratiquant, qui a besoin de faire ce clivage. Donc on peut reprendre la théorie de Léon Festinger qui parle de la dissonance cognitive. On ne peut pas pratiquer un acte qui soit si différent de ses propres convictions. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau psychique qui fait que, voilà, on est obligé de se... Alors il y a un livre très intéressant sur l'expérience belge qui a été publié sous la direction de Timothy DeVos qui s'appelle Euthanasie... euthanasie, non, ça c'était mon texte, je vous retrouverai le nom, mais qui est simplement une expérience, des expériences de différents soignants, psychologues, médecins, et tout le monde, une psychologue a dit, je crois, imaginez que le médecin est obligé de se déshumaniser temporairement au moment où il fait l'acte. Parce que le CCNE l'avait dit dans un de ses textes, dans un de ses avis, administrer la mort, c'est pas plus facile que de se tuer soi-même, hein, quelle que soit la situation. Donc, il faut quand même être très conscient qu'aucune loi n'est capable d'encadrer. Et on parle d'un auto-entraînement à partir du moment où on a ouvert la porte. Voilà. Je crois qu'il faut être très clair avec cette notion. Et bon, alors évidemment qu'avec ton premier verrou qui consiste à proposer à tout le monde les soins palliatifs, oui, on peut être d'accord avec cette idée, puisque vous savez tous qu'à partir du moment où vous prenez les gens en charge convenablement, le nombre de demandes chute vertigineusement et pratiquement aucun va demander à mourir. Parce que c'est quand même important de faire la démarche de... Si immédiatement vous avez une réponse positive, ça veut dire que vous regardez l'autre comme n'ayant plus de valeur. Enfin, il y a vraiment tout un jeu qui se fait qui est dramatique. On le conforte dans son idée que sa vie vaut plus rien, en fait. Alors que le regard du médecin est essentiel à ce moment-là. Et qu'on voit bien qu'un certain nombre de patients le demandent en demandant tout à fait autre chose. En demandant de l'attention, en demandant du soin, en demandant de vérifier que est-ce que vous serez là, docteur, jusqu'au bout. Alors, je continue à répondre aux différents... Oui, alors tu parlais de collégialité. Il y a quand même un phénomène qui est très intéressant. Quand vous parlez de sédation profonde, vous envisagez une procédure collégiale. Quand on parle d'euthanasie, personne n'en a jamais parlé. Oui, c'est bien. C'est quand même une question aussi à se poser. Et puis, un autre point très important dans ce que tu as soulevé, c'est votre particularité du soin palliatif où vous êtes constamment dans la créativité, dans l'inventivité pour suivre. À partir du moment où il y a un acte comme l'euthanasie, qu'est-ce que vous allez transmettre aux jeunes médecins? Qu'est-ce que vous allez apprendre aux autres? D'abord, comment est-ce que vous allez continuer, vous, à avancer? Déjà, ça c'est la première chose. Mais surtout, quel modèle on va donner quand plus personne ne saura faire, ne saura suivre, ne saura prendre en charge? Je pense que la question est à se poser sur la transmission aux générations qui viennent, à la fois pour le corps médical et le corps soignant, mais aussi pour qu'est-ce qui se passe quand on administre la mort sur les générations qui suivent dans les familles. C'est pas le même deuil, c'est pas le même suivi, c'est pas le même mot qui sont employés. C'est pas si facile de dire bah, tiens, j'ai fait euthanasier ma mère hier, quoi. Enfin, voilà. Alors qu'on sait bien en plus que la majorité des demandes viennent des familles. Quand tu dis les sédations, les gens trouvent que c'est long, c'est pas le patient qui... Bon, effectivement, pour cause. Mais ce sont les familles qui trouvent que c'est long. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que 15 heures, 20 heures, j'allais même dire 3 jours à l'échelle d'une vie? Enfin, c'est une vraie question. Je suis bien d'accord. Voilà, je pense qu'il faut vraiment aussi que... Alors, on ne peut pas se battre contre une évolution de la société, hein, où tout doit être fait comme ça, mais si on ne maintient pas une zone de résistance, je veux dire, tout le monde va être broyé, là, c'est pas possible de... Et quand tu disais que les parlementaires étaient favorables, les parlementaires qui se sont opposés, ce sont pratiquement que des soignants. Hein.
soignants ou conjoints de soignants ou familles de soignants. Les autres, ils connaissent rien. Enfin, tu en as oui, rencontré, moi j'en ai rencontré. Ils savent rien. Donc, ils ont une consigne de vote, ils votent parce que c'est vraiment j'allais dire, Touraine, maintenant, c'est devenu une obsession. Parce que tu as raison de dire qu'au moment où il a commencé son combat, il n'y avait pas de loi contre l'acharnement thérapeutique. Il n'y en a d'ailleurs pas en Belgique, par exemple. Il n'y a pas de loi contre l'acharnement thérapeutique en Belgique. Mais il n'y avait pas de loi contre l'acharnement thérapeutique et le soulagement de la douleur n'était pas ce qu'il est maintenant. Vous avez aujourd'hui des moyens en allant jusqu'à la sédation. Il faut que la plupart des situations sont gérées. Alors il reste, enfin à mon sens, 2 situations très particulières sont les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Charcot, qui peut faire que la personne n'a pas envie d'aller vivre cette dégradation comme ça. Et ça, on a une vraie question à se poser parce qu'on n'est même pas toujours en fin de vie. Et puis, l'autre question sur laquelle il faudra bien que des gens se réunissent et pensent, ce sont les comas prolongés. Mais ça, c'est pas une loi, enfin, à mon sens, c'est pas une loi qui peut répondre à ça, parce que ce sont des cas très particuliers, et c'est très difficile, puisque le problème de la loi, c'est qu'elle ouvre une porte, et qu'une fois que la porte est ouverte, elle s'ouvre de plus en plus, j'allais dire, et on n'a plus du tout de contrôle. Et puis, je ne sais pas encore ce que je voulais vous dire là-dessus. Si j'allais dire qu'il nous restait, enfin, au moment où une loi serait votée, alors ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on pourrait, si on doit bouger sur la loi, c'est plutôt favoriser une loi sur le suicide assisté. Si, parce qu'on a un modèle quand même très intéressant, enfin, à mon sens très intéressant, qui est différent de la Suisse, c'est le modèle de l'Oregon. Les particularités de l'Oregon, c'est le médecin, la personne doit être à moins de 6 mois de sa fin de vie, donc c'est toujours une évaluation approximative. Il y a tout un ensemble de réserves à mettre en place, c'est-à-dire que la personne doit être informée de la possibilité du soin palliatif et de tout ce qui peut... Enfin bon, tout le protocole doit être respecté par le médecin. Si la personne correspond à cette situation-là, il lui est prescrit la fameuse kill pill, la pilule létale, qu'elle se procure elle-même dans une pharmacie et qu'elle a chez elle. Elle est libre de la prendre ou pas, au moment où elle le veut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de délai. Et d'une année sur l'autre, entre la moitié et le tiers ne la prennent jamais, meurent de mort dite naturelle. Et le deuxième point qui est intéressant, donc il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'association, personne ne les oblige, personne ne décide à leur place. Ça paraît un point très important pour respecter ce qui semble être une liberté ou ce qui veut s'appeler une liberté, ça on peut en parler longtemps. Et le deuxième point, c'est qu'aucune promotion n'est permise, c'est-à-dire que les seules personnes qui sont habilitées à parler de suicide assisté en Oregon sont les tutelles. Donc il n'y a pas de... C'est pas comme en Suisse où il y a vraiment quelque chose d'actif qui se fait et qui favorise quand même un certain nombre de passages à l'acte. Ça me paraît essentiel. Donc éventuellement, enfin c'est une ouverture dont on commence à parler un peu et qui semble la moins destructrice possible, impliquant surtout le moins possible les soignants. Alors pour que cet acte soit pratiqué, le médecin, au moment des différents rendez-vous qu'il a avec le patient, le reçoit en général avec un membre de sa famille ou plusieurs personnes et en tout cas suggère que la personne soit accompagnée ce jour-là, le jour où elle le prendra. Et la mort n'est pas forcément instantanée, elle se passe en quelques heures. C'est un cocktail avec des produits cardio, des produits... Enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est peut-être après, le produit, c'est une autre question. Mais, donc il me semblait qu'à partir du moment où une loi changerait, il y aurait une évolution, on se retrouve avec une éthique de la responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à cette vulnérabilité particulière de l'autre très malade, et qu'est-ce qu'on donc prendre le temps d'entendre sous la demande autre chose que la première demande qui est annoncée. Et il y a une clause particulière qui est la clause de conscience qui donc permet théoriquement au médecin de ne pas pratiquer l'acte. Je dis au médecin alors qu'on sait très bien par exemple que en Belgique beaucoup de médecins se défaussent sur les infirmières.
Donc il n'y a pas que les médecins qui sont concernés. Mais bon, c'est déjà illégal. Mais bon, parmi tant de... Alors la question de la clause de conscience est une vraie question puisqu'elle est censée protéger. Sauf que, à partir du moment où le médecin, vous en particulier médecin de soins palliatifs, si vous faites valoir une clause de conscience et qu'on ne peut plus, que les gens ne savent qu'en venant dans votre service, ils n'auront pas accès à l'euthanasie, il semble qu'un certain nombre de patients ne rentreront plus dans votre service, mais choisiront d'aller ailleurs où ils pourraient bénéficier, entre guillemets, d'une euthanasie comme ils l'auraient demandé. Ce qui fait que, peut-être, dans ce que tu disais, c'est-à-dire quel type d'ouverture on a, c'est-à-dire ne pas fermer complètement pour que justement les personnes puissent bénéficier du soin palliatif et être suivies convenablement. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas du tout de proposition palliative entre deux, les seules solutions seront beaucoup plus radicales. Et de fait, la clause de conscience, par exemple au Canada, enfin au Québec en tout cas, est très très relative puisque dans la mesure où c'est une loi, tous les hôpitaux publics sont obligés de pratiquer, sous réserve de coupures financières radicales. Donc vous voulez des budgets, vous voulez de l'argent, donc vous ne pouvez pas dire que vous refusez. Donc c'est quand même très très relatif. C'est une question piège, plus qu'autre chose. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce qui pouvait se passer. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui vous paraissent importants. Je crois que j'ai répondu un petit peu à ce que tu proposais. Je vais rebondir sur un ou deux points. Vas-y. Oui. Voilà, je ne voudrais pas qu'on pense que je suis favorable à une loi. Je pense qu'il faut qu'on soit autour de la table pour éviter ce que tu décris. C'est-à-dire que moi j'ai été très choqué par la loi qui a été présentée. Ah, elle est terrible. Et quand j'ai lu cette loi, je me dis mais comment c'est possible que des gens qui ont... Moi je respecte les gens qui veulent suicide assisté, qui veulent une loi sur l'euthanasie, ce sont deux choses différentes. L'individu qu'il demande, c'est son droit. Après, à nous de voir comment on l'accompagne, comment on fait en sorte de répondre plutôt à sa souffrance qu'autre chose. Mais j'ai été effrayé par la teneur de cette loi, en me disant, mais c'est pas possible, si quelque chose comme ça sort, avec ce qu'on a vécu pendant la période du confinement, mais si la loi avait existé, il y a plein de gens qui auraient demandé à être euthanasiés. Et pour moi, c'est plus la peur de quelque chose qui ne respecte pas justement l'éthique du soin qu'une volonté de faire évoluer les choses. Après, sur le suicide assisté, ce qui me dérange, parce que bon, je ne sais pas si vous aviez vu ce documentaire qu'on avait fait avec Harry Rosenmack. Donc vous savez, quand il y a un documentaire avec quelqu'un de connu, tout le monde regarde la télé. Donc Harry Rosenmack, c'était sur le temps qui reste. Et le documentaire commençait par... une dame qui avait son bras comme ça, elle ouvre le robinet et elle meurt instantanément. Et après, il avait des interviews de nos malades à la maison et sur lesquels il me disait mais en fait, vous n'acceptez pas que les gens veuillent aussi être euthanasiés, vous les faites changer d'avis, vous faites tout pour les faire changer d'avis, ce qui n'était pas le cas. Eh bien, cette dame disait que c'est merveilleux de pouvoir dire au revoir à ses amis avant de partir. Dans la salle, il y avait un médecin qu'elle avait vu 2 fois, une infirmière qu'elle avait vu 2 fois, un ami qui était quand même venu, Harry Rosenmack et les caméramans. Et donc, on voit bien que le problème, il n'est pas l'acte à ce moment-là, mais ce qu'on vit avant. Bien sûr. Et quand on dit que c'est idéal, mais peut-être que c'est idéal de penser que les soins palliatifs, mais on peut le faire parce que ça ne coûte rien. Ça coûte 0 €. Ça ne coûte rien du tout. C'est juste une question de volonté. Parce qu'aujourd'hui, un malade coûte quand il est malade. C'est le malade qui coûte, c'est pas la structure. Et le malade, là où il va avoir un prix. Donc il est malade et il est forcément ailleurs s'il n'est pas dans une unité de soins palliatifs. Et ailleurs, ça coûte plus cher et c'est pas adapté. Donc on ne fait qu'un déplacement de dépenses. Il y a 0 dépense. Donc... oui, mais c'est un argument important. Quand on a voulu faire la villa, avoir des lits de soins palliatifs long séjour et tout, c'est cet argument qu'on a montré. Le problème qu'on a, c'est qu'on est médecin
et on n'est pas forcément gestionnaire. Et là, il y a gestionnaire et médecin, donc ils savent bien aussi que oui, on a besoin d'argent pour faire tourner nos structures, mais la tarification à l'activité, c'est le malade qui rapporte. Et ce malade, s'il n'est pas là, il est ailleurs, on ne l'a pas fabriqué. C'est un malade qui existe. Donc, comment on peut justement faire basculer ces questions d'argent et faire se rendre compte qu'il y a peut-être un investissement au départ, mais il n'y a aucun coût à l'arrivée, et au contraire, il y aura un intérêt, bien sûr, sur la prise en charge des malades et de leur entourage. Donc, moi, ce qui m'anime dans cette réflexion, c'est comment faire pour bloquer les choses et pour que, si quelque chose arrive, c'est quelque chose qui tienne la route. Après, parce qu'on voit bien la différence entre la Suisse et la Belgique, mais en Suisse, les deux associations ne fonctionnent pas du tout de la même manière, Dignitas et Exit. Hein, il y a une association qui a une éthique. Alors moi, je croyais que c'était Dignitas, parce que le mot est plus joli, mais en fait, c'est Exit apparemment qui a une meilleure éthique que Dignitas, d'après ce que m'expliquait le philosophe la semaine dernière. Bon. Donc, après ce matin, j'étais avec quelqu'un qui travaille sur la campagne électorale et qui disait que le président n'avait pas du tout envie d'aller sur ce sujet. Mais tous les autres candidats vont y aller, parce que plus de 90% des gens en bonne santé demandent une légalisation. Mais les gens malades ne le demandent pas. Et sur la question du temps qui reste des 15 heures et tout, nous on voit bien le travail qui se passe pendant ce temps-là, pendant le temps... Alors, c'est appelé volontairement par des gens comme Touraine le temps de l'agonie. L'agonie, nous on sait ce que ça veut dire, et on a aujourd'hui fait des progrès sur ce temps-là. Les gens partent plus paisiblement que ce qu'on a connu il y a des années. Mais dans l'esprit des gens, l'agonie, c'est quelque chose qu'ils ont vécu. Ils ont vécu quelqu'un qui mourait en s'étouffant, qui graillonnait. Donc l'agonie, c'est très violent, quoi. Et ils se servent de ces mots-là en permanence. Donc voilà, qu'on ne se trompe pas, mon idée, c'est pas de faire une loi. Mon idée, c'est de faire en sorte que s'il y a quelque chose, ce soit quelque chose qui soit respectueux des gens et de l'entourage, et que l'entourage soit vraiment intégré. Après, sur les personnes, je termine là-dessus pour pas être trop long, mais sur les personnes qui vont... Bon, là, j'ai quelques exemples de gens qui sont allés se faire suicider en Suisse et en Belgique. C'est incroyable de voir le bonheur de l'entourage, de ce dernier repas qui a été fait et tout. C'est impressionnant. Et moi, ce qui me gêne sur cette question du suicide, ce sont les malades SLA, les maladies de Charcot. Parce que quelqu'un qui a une maladie de Charcot et qui ne peut plus utiliser le produit, quelle justice y aurait à dire « oui, le suicide assisté existe, mais vous ne pouvez pas mettre le médicament à la bouche. Donc c'est la double peine. » Parce que les gens qui ont la maladie de Charcot, aujourd'hui, nous, on en suit en permanence 3 hospitalisés. Pratiquement en permanence 2 ou 3 hospitalisés. Ils viennent en accueil de jour, ils sont suivis par les équipes mobiles à domicile. L'accompagnement qu'on fait, c'est pas que l'accompagnement du malade, c'est l'accompagnement de toute une famille. Bien sûr. On les prend régulièrement pendant les vacances pour que les familles puissent souffler, pour que les équipes puissent souffler. Donc, et tous les gens qu'on a dans le circuit, comme bien d'autres, hein, qui les accueillent en soins palliatifs, les gens vont très très loin dans la maladie. Ils disent le moment venu, on voudra que ça s'arrête. On a un patient en ce moment, si vous le voyez, vous voyez comment il vit, vous vous dites, mais comment il fait pour avoir encore envie de vivre, hein? Je parle de Philippe, mais cet homme, il dit, il vient régulièrement chez nous, il a la visio, quand il est chez nous, il voit en visio son fils, il dit, moi, la seule chose qui compte, c'est de voir mon fils grandir. Mais le fait qu'on l'accompagne convenablement et qu'il ait des lieux où il peut aller et tout, lui permet de vivre ça. Et je trouve c'est ça qui est difficile à accepter dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller dans un lieu. Et il y a des familles qui sont dans des détresses violentes. Et donc mon idée, c'est pas de dire pour ces familles-là, s'ils ne peuvent pas aller dans ce lieu, autant qu'il y ait suicide assisté ou l'euthanasie, c'est de dire, justement, si on ne veut pas arriver à ça, qu'est-ce qu'on met en place pour que tout le monde ait accès à ce type de soins? Parce que c'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui ont envie de les pratiquer, ces soins. Il y a des gens qui ont envie de donner du temps et de l'énergie. Donc, c'est tout... vous comprenez bien dans ma tête, hein, tout ce qui tourne et toute la difficulté à laquelle je suis confronté. Peut-être que pour vous, c'est plus simple. Mais moi, c'est compliqué en ce moment, tout ça. Oui, je comprends. Merci. Oui, mais bien sûr que c'est la solution, c'est que tout le monde ait accès aux soins palliatifs. Mais
l'idée, c'est que la plupart des législateurs qui se disent favorables parlent tous d'une situation qu'ils ont entendue ou connue ou rencontrée eux-mêmes de quelqu'un qui mettait longtemps à mourir. Ce qu'ils interprètent, eux, comme quelque chose de douloureux, mais qui n'était pas forcément interprété comme douloureux par la personne elle-même. On rentre vraiment dans des liens qui sont totalement, avec des biais totalement faussés d'interprétations qui sont données. Et la fameuse phrase de Touraine, puisqu'elle est répétée par tout le monde, c'est « on meurt mal en France, 2 points, donc il faut voter l'euthanasie ». Voilà, c'est un raccourci quand même pour le moins saisissant. Mais tu évoquais 2 choses que j'ai peut-être pas assez développées sur le soin, c'est qu'au Québec, la loi appelle l'euthanasie un soin, l'a dénommé soin. Donc c'est en disant ça rentre dans le continuum du soin. Donc c'est doublement mensonger quand même. Parce qu'on ne peut pas appeler une euthanasie un soin. Enfin, je crois qu'il faut quand même être très clair avec les mots qu'on emploie. Et ça permet d'euphémiser tellement que les gens se laissent porter parce qu'ils sont bernés quelque part. Il y a vraiment quelque chose de la tromperie. Et ça, c'est vraiment, quand tu suggères que nous participions au texte de loi, évidemment que ça ne pourrait pas s'appeler comme ça. Et il faut appeler une euthanasie, un suicide assisté. Et même l'Oregon, c'est presque pas un suicide assisté, on dirait plutôt un suicide pharmacologique, puisqu'il n'y a pas d'assistance au sens premier, il n'y a pas de présence médicale requise. C'est encore une nuance très très importante. Et puis tu parlais des sondages et des personnes qui se disent favorables à l'euthanasie, puisque le fameux chiffre annoncé par M. Touraine et compère, c'est 94-95%. La question qui est posée, qui est toujours la même, c'est est-ce que vous préférez avoir des souffrances insupportables ou l'euthanasie? Voilà. Donc ça s'appelle une question ouverte. Effectivement, 95% des gens préfèrent l'euthanasie aux souffrances insupportables. Mais d'une part, c'est toujours fait chez des personnes en bonne santé, à distance de la maladie. Et voilà, avec cette question quand même qui est, elle aussi, assez perverse. Et je pense que si vous interrogez vos patients quand ils sont suivis, ils ne sont plus du tout dans la même demande. Ils sont simplement dans la demande d'être accompagnés. Et... Ils peuvent garder la même demande, mais ils ne sont pas pressés. En tout cas, ils ne meurent pas de ça. Oui, c'est ça, pas trop vite. Voilà, ils ne sont pas pressés. Vous m'aidez, mais pas trop vite. On a fait un débat autour du film de Son Vivant. Il y en a beaucoup d'entre vous qui y étiez. Hein. Il y avait quelques personnes de la DMD. On sentait bien que c'était des porte-drapeaux. Et d'ailleurs, ça me faisait de la peine de les voir avec autant de... Je pense que la difficulté de la DMD, c'était que les éléments pour lesquels ils se battaient au départ, c'est-à-dire pour faire disparaître l'acharnement thérapeutique et pour que les gens soient soulagés, c'est quand même il y a des réponses assez positives à cela maintenant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'acharnement thérapeutique, mais en tout cas, il est illégal. Il est condamné par la loi. On ne peut pas changer le comportement de tout le monde. Et je pense qu'effectivement, quand tu parles du palliatif en disant que ça ne coûterait pas plus cher, sauf que la culture palliative n'a pas encore trouvé sa place en France en général, pas suffisamment. Il y a encore une culture curative extrêmement importante. Les soins, enfin, les traitements actifs poussés très très loin sont encore vraiment extrêmement fréquents. Les chiffres sont assez vertigineux des personnes qui reçoivent des chimios dans les 2 mois qui précèdent leur décès. Bien, ouais. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que dans beaucoup d'unités de soins palliatifs, vous faites pareil. On accueille des malades qui sont sous chimio. Oui. Alors qu'avant, on disait on ne prend des malades que s'ils n'ont plus de chimio. On accueille des malades sous chimio parce que c'est un endroit où on va pouvoir réfléchir avec eux et les aider. Peut-être pas, psychologiquement, c'est difficile de dire on ne fait plus, mais de dire on retarde, on en reparle, on revoit, et puis en fait, les chimios ne se font plus.